Alors aujourd'hui, eh bien, je vais vous raconter une histoire qui concerne un peu tout le monde finalement, parce que on est tous parfois, on rentre tous parfois dans le rôle d'un vendeur, hein. Et du coup, cette histoire peut peut-être vous donner des billes, hein, dans votre activité ou dans votre vie de tous les jours. Alors on rentre parfois dans la peau d'un vendeur, quelle que soit un peu notre activité finalement. Mais là, voilà, je vais vous faire rentrer dans la peau d'un vendeur d'appartements. Donc c'est évidemment un peu plus que vendre une baguette de pain en termes de budget et un peu plus engageant pour les acquéreurs potentiels qui sont en face. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, je suis en train de vendre un appartement et je m'étais fixé comme défi finalement, eh bien, de le vendre rapidement, hein. Forcément, je pense que c'est ce que chacun pourrait souhaiter, pas passer trop de temps. Donc le vendre rapidement, mais le vendre aussi un prix qui me convienne. Donc évidemment, vendre rapidement sous prix du marché, ça ne doit pas être très compliqué, hein. Inversement, voilà, vendre un prix qui est un objectif haut, c'est un peu plus compliqué. Et j'ai appliqué une technique que vous connaissez sans doute. Et si vous ne la connaissez pas, c'est une très bonne chose à connaître, hein. L'erreur viendra plus tard, je vous expliquerai, hein. Mais en vente, eh bien, une technique, c'est de créer l'urgence. Alors l'urgence, c'est de faire sentir finalement à votre interlocuteur qu'il y a de la pression, il y a peut-être d'autres acquéreurs sur la ligne de départ, ils ne sont pas tout seuls, le temps passe et rapidement l'offre va ne plus être disponible, par exemple. Voilà la notion de péremption de l'offre. C'est un truc qui est utilisé sans arrêt. Si vous êtes internaute et que vous avez de temps en temps l'occasion de suivre des webinaires ou des formations à l'issue desquelles on va peut-être vous vendre quelque chose, une formation en ligne ou un coaching ou quelque chose, eh bien, soyez attentifs à ça, vous verrez que systématiquement, il y a une notion de temps. Acheter tel truc avant tel jour, telle heure, avant demain minuit par exemple, sans quoi vous passez à côté de l'offre exceptionnelle. Donc voilà, cette notion de tempo, de timing, c'est créer l'urgence en fait. Donc on crée l'urgence avec cette notion de temps, on crée l'urgence aussi avec la notion qu'il y a peu de produits, hein, mais beaucoup d'acquéreurs potentiels. Donc voilà, il n'y a que 10 places disponibles par exemple. Donc voilà, une fois que les 10 places seront parties, tant pis pour vous. Donc ça crée aussi un stress et une envie accrue en fait de faire partie des 10 élus par exemple, hein, si c'est l'exemple où il y a 10 places seulement. Il y a aussi la notion de prix barré en fait. Exceptionnellement, là pendant 2 jours, telle chose, donc tel coaching, telle formation coûte très peu cher par rapport à un prix qui habituellement est très élevé. Voilà. On a envie de faire une bonne affaire et de se précipiter finalement pour faire cette affaire. La notion d'urgence, du coup, c'est vraiment une technique en vente qui est très utile et qui met juste la pression qu'il faut pour que l'interlocuteur se dise il faut que je me dépêche, je réfléchis rapidement mais pas trop longtemps quand même, pof, je me décide. Et il y a un peu la notion de coup de cœur qui va opérer finalement, et la notion je ne veux pas passer à côté de cette offre, je serais trop déçue si elle me passait sous le nez. Pensez aux cuisinistes. Alors je fais parfois référence aux cuisinistes, mais c'est vraiment une technique typique qu'ils vont utiliser en fait. Vous voulez acheter une nouvelle cuisine, vous allez chez un cuisiniste par exemple, et là vous allez avoir vraiment le déroulé total de tous les trucs qu'un vendeur peut mettre en place pour générer la vente en fait. Donc cette notion d'urgence qui va venir. Attention, vous avez jusqu'à... exceptionnellement, vous avez de la chance en fait. Vous voulez une cuisine, justement il y a une promotion cette semaine, mais que cette semaine, et elle termine samedi soir. Bref.
Alors, revenons à mon histoire de vente d'appartement. Du coup, eh bien, voilà, j'ai tout simplement mis une annonce en ligne. Bon, avant, évidemment, je me suis renseignée sur les prix du marché, sur les autres offres concurrentes dans le quartier où se trouve mon appartement, etc., etc. Étude de marché un peu classique, hein. Annonce en ligne avec des photos aussi belles que possible en plein hiver, donc malheureusement pas super éclairage, hein, etc. Ça c'est un peu dommage, hein. Si vous avez des photos à mettre pour promouvoir un bien, eh bien pensez à l'éclairage, pensez au rangement de la pièce, pensez à l'angle de vue, hein. Bref, prenez des photos qui mettent le plus en valeur possible le bien pour attirer l'œil et faire envie de visiter, donner envie aux personnes de visiter, bien sûr. Donc voilà, je fais tout ça plus ou moins bien. Et eh bien, j'ai des premiers contacts, hein, de personnes intéressées, hein. Alors ma technique aussi souvent, c'est de prendre les personnes, d'avoir d'abord un rendez-vous téléphonique avec les personnes, hein, pour quand même présenter les choses, hein, et finalement éviter aussi que chacun perde son temps. Présenter les choses. Quand je fais aussi des locations d'appartements, je fais systématiquement ça, parce que ça permet de filtrer les gens qui ont lu l'annonce en diagonale et qui ne savent pas que, ah ben mince, c'est au 3e étage sans ascenseur, et moi je veux absolument un ascenseur, par exemple. Ou qui ne savent pas que c'est orienté sud, alors qu'ils veulent absolument être orienté ouest, ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez, des choses un peu basiques comme ça, hein. Donc au téléphone, ça permet de balayer, de vérifier un peu les attentes des personnes, de présenter ses propres attentes, de présenter les choses telles qu'elles sont réellement, et d'éviter, dans la mesure du possible, des visites un peu de curieux et des visites perte de temps, on va dire. Donc voilà, j'ai quelques personnes au téléphone. Avec l'une d'elles, je sens bien que le courant passe particulièrement bien, que la description des lieux, tout à fait honnête en fait, hein, colle, hein, vraiment avec les attentes. Et voilà, je sens que c'est un vrai candidat que je mets en tête de liste en fait en termes d'acquéreur potentiel, quoi. Et on se fixe un jour de visite, hein, où je regroupe les visites, hein, sur une même matinée, dans l'idée aussi de créer un peu de notion d'urgence, parce que je sais que les gens du coup vont se croiser, hein, qui vont sentir qu'il y a du mouvement, qu'il y a de l'intérêt, et donc s'ils ne veulent pas que le bien leur passe sous le nez, eh bien il va falloir faire vite. Notion d'urgence. On se fixe donc un horaire de visite avec cette personne, hein. Je la place, je lui propose le premier créneau en fait, hein. Et puis le jour de sa visite, hein, j'avais prévu aussi une petite astuce, hein, pour renforcer un peu cette pression. L'astuce, c'était d'une part de remettre mon annonce juste la veille au soir sur les sites, et cette fois en mettant mon numéro de téléphone. Comme ça, j'étais certaine d'être dérangée sans arrêt le lendemain matin avec des coups de fil en permanence pour parler de cet appartement. Donc voilà, j'avais mis ça en place, hein. Et puis, j'avais mis une deuxième petite chose en place qui était de faire venir une personne juste avant cette visite-là pour m'assurer qu'il y ait un croisement en fait, des deux personnes, de l'acquéreur potentiel et de cette personne qui n'avait rien à voir, qui venait seulement chercher chez moi, hein, un objet, voilà, que je vais lui remettre. Et donc, je me suis juste débrouillée pour mettre les deux rendez-vous vraiment côte à côte, quoi. Donc petite technique aussi, pourquoi? Parce que je me doutais que en faisant en sorte que les gens se croisent, hein, et que voilà, la personne qui visitait juste après croise quelqu'un qui sorte, et bien voilà, ça renforçait la notion de il y a des gens qui visitent, il y a de l'intérêt, il y a de la pression, il y a de l'urgence, il faut que je me dépêche, il y a du stress, hein. Donc voilà, petite technique que je vous invite à méditer, hein. Et donc, bien voilà, la visite se passe parfaitement bien. En plus, coup de chance inouï, en plein hiver, le rayon de soleil tout à fait inattendu permet d'illuminer le salon de cet appartement et rend vraiment les choses vraiment super, super agréables et sous leur meilleur jour en fait. Voilà, ça c'était pour l'ambiance, hein. Et
comme je vous l'ai dit, eh bien, quasiment toutes les 10 minutes, 5 minutes, j'étais dérangée par un coup de fil ou au téléphone, voilà, j'accueillais la personne en disant je suis désolée, je ne peux pas vous répondre maintenant, l'appartement, je suis justement en visite, ça vous intéresse, et bien rappelez-moi dans une demi-heure, une heure, etc. Donc c'était des vrais coups de fil, mais une petite mise en scène quand même. Bref, la visite se passe bien, cette personne conclut la visite, en disant qu'elle était très intéressée, on se sépare comme ça se fait habituellement, et on se reparle quelques jours après pour faire un débrief en fait, et cette personne me dit j'aimerais bien revenir pour une contre-visite. Ça se fait très souvent quand on veut acquérir un appartement sur les marchés qui sont peut-être un peu moins tendus, sur les toutes petites surfaces en centre-ville où il y a un monde fou, ne cherchez pas la contre-visite, faites une offre tout de suite et soyez dans les starting blocks. Par contre, voilà, là dans des biens plus patrimoniaux, les résidences principales notamment, eh bien les contre-visites c'est quelque chose qui se fait très régulièrement. Donc on fixe un rendez-vous pour une contre-visite. Pendant cet appel-là, j'en profite quand même pour évoquer le fait qu'il y a eu après elle d'autres personnes qui ont visité, des gens très intéressés, qui pensent revenir, qui ont pris les mesures de l'appartement, qui se projettent. J'ai un petit peu fait mousser les choses, j'avoue, pour vraiment mettre en avant le côté finalement que cet appartement allait vite partir. Donc j'ai remis une petite pincée là, de pression et à nouveau d'urgence en fait, pendant ce coup de fil. Et donc nous nous retrouvons quelques jours après pour la contre-visite qui se passe là, alors sans interruption, j'ai pas remis en place cette notion de coup de fil, etc. Ça me paraissait pas vraiment indispensable. On visite à nouveau, donc ça permet de répondre à des questions complémentaires. Cette personne peut revoir les lieux et puis notamment se rendre compte. Vous voyez, quand on fait une contre-visite, eh bien on revient et puis on compare ce qu'on voit réellement aux souvenirs qu'on a de la semaine précédente en fait. Par exemple, ah oui, effectivement votre cuisine elle est plus grande que ce que j'avais en tête. Oui, finalement c'est vraiment très bien. Tous les petits sujets que vous auriez pu noter à la première visite, vous les vérifiez à nouveau. Et ça vous permet soit de valider, soit de vous dire non, effectivement, je m'emballe pas, je fais pas d'offre. Là, en l'occurrence, eh bien, cette personne était vraiment emballée et elle me fait une offre vraiment très satisfaisante, je dois dire. Intérieurement, moi, j'étais plutôt ravie. Mais j'ai fait l'erreur eh bien, de vouloir tenter vraiment le truc jusqu'au bout, c'est-à-dire de faire un peu monter la sauce et de décrocher finalement, de me rapprocher de mon prix et du prix initial. Donc voilà, je lui laisse entendre que oui, très bien, votre offre, ok, là sachez que on était le jour et que j'ai encore 2-3 personnes à voir, et donc on se parle après le week-end pour vous en dire plus. Et puis, alors, autre astuce de vendeur, c'est alors, vendeur ou acheteur, utilisez dans le sens qui vous arrange, mais une astuce pour gagner du temps dans une négociation et pour mettre un peu la pression à votre avantage, c'est de dire ok, je prends acte de votre prix, de votre offre, de telle et telle chose. Par contre, voilà, il va falloir que j'en parle à mon conjoint, que j'en parle à mon banquier, que j'en parle à telle ou telle autre personne, bref. Je ne peux pas vous répondre tout de suite, je prends acte, mais on se reparle dans 2 jours, 2 heures, voilà, choisissez. Pour moi, j'ai dit on se reparle après le week-end. J'en aurai discuté avec mon conjoint et on se sera mis d'accord sur votre offre. Donc là, voilà, laissez passer un peu de temps. Là aussi, ça rajoute du stress parce que la personne en face, du stress dans les deux sens, parce que j'avais aucune garantie que tout ça marche. Mais la personne en face, eh bien, elle attend, elle cogite sur le projet, elle avance elle-même. Et moi, dans mon idée, c'était que ces 2 jours me bénéficient pour que cette personne se dise finalement, je voudrais pas que ce bien me passe sous le nez pour quelques dizaines de milliers d'euros en fait. Il y avait 15 000 euros d'écart sur une résidence principale en région parisienne. Vous imaginez, il peut y avoir un gros écart en fait.
Donc je pensais vraiment avoir toutes les clés en main et avoir mis tout ce qu'il fallait en place pour être en position de force finalement et avoir gain de cause à minima pour accepter son offre au tarif qu'elle me proposait. Donc à la fin du week-end, et bien comme promis, coup de téléphone, j'appelle cette personne, vraiment très sûre de moi. Et du coup, c'est ça l'erreur en fait. C'est là où je veux vous mettre en garde. Très sûre de moi et vraiment sûre que au minimum, eh bien, on se mettrait d'accord sur son offre, sur son prix d'offre. Mais voilà, ma stratégie, c'était d'obtenir un petit peu plus. Donc, j'avais préparé cet entretien avec voilà, les petits points que je voulais lui faire passer. Dans l'entretien aussi, je voulais quand même continuer à créer la relation que j'avais commencé dans les entretiens précédents et les fois où cette personne avait visité. Hein. Donc, c'est toujours pas mal de commencer en demandant des nouvelles de telle et telle chose, de la santé, ou de telle anecdote dont elle m'aurait fait part avant, en fait. Hein. Voilà, donc je prépare cet entretien avec aussi le déroulé et la manière dont je voulais apporter ma question concernant le financement, donc pas le financement, mais le prix, en fait. Hein. Et les éléments que je voulais apporter par rapport aux autres candidats potentiels. Pour, à nouveau, compléter cette urgence et cette pression pour arriver au maximum et obtenir finalement ce que je voulais. Et donc l'entretien commence, voilà, avec questions, pluie et beau temps, comment allez-vous depuis samedi, d'accord, très bien. Vous êtes allé chez votre médecin, bon, parfait, enfin bref. Une conversation tout à fait lambda, mais qui permet de se sentir bien, en fait, de démarrer correctement, et puis d'avoir une certaine relation et un peu d'empathie, en fait. Et puis, une partie de l'erreur commence là, où plutôt que de lui demander tout de suite où elle en était dans sa réflexion, j'ai refait un petit laïus sur les autres personnes qui avaient visité, et voilà, le fait qu'il y avait vraiment du monde en fait qui s'intéressait à cet appartement. Et le résultat, hein, ce à quoi je ne m'attendais pas forcément, pourtant elle m'avait déjà un peu évoqué les choses lors de la contre-visite, hein, et bien le résultat c'est que cette personne en réalité elle était extrêmement stressée, mais vraiment très angoissée par cet achat potentiel en fait, qu'elle visait, qu'elle voulait faire depuis plusieurs mois, même depuis une année complète. Elle cherchait, elle ne trouvait pas le bien qui lui allait, et du coup elle était ravie d'avoir enfin la perle rare, on va dire. Donc elle était contente, mais très angoissée finalement par l'idée que ça puisse lui passer sous le nez, très angoissée donc par l'idée qu'il y ait plein de gens qui visitent, qui se renseignent, etc., et qui pourraient avoir un meilleur dossier qu'elle. Et enfin très angoissée parce que depuis sa première visite, donc 10 jours auparavant, eh bien, elle n'avait pas du tout réussi à rentrer en contact avec sa banque. Donc pour la parenthèse, hein, là pour moi c'était le candidat idéal en fait. Cette personne était le candidat idéal parce qu'elle me faisait une très belle offre d'une part et parce qu'elle achetait sans emprunt. Ce qui arrive en fait en réalité, mais du coup forcément c'est des situations où les ventes vont beaucoup plus vite, il n'y a pas de conditions suspensives donc elles vont jusqu'au bout, hein. Et donc en fait pour moi c'était vraiment le candidat absolument parfait, hein. Le candidat parfait, mais de son côté cette personne avait besoin de consulter sa banque pour vérifier des choses, les délais pour libérer les fonds. Visiblement, il y avait des sommes qui étaient peut-être en bourse aussi, donc vérifier si ça n'avait pas trop fluctué dans le temps et qu'elle avait bien la totalité des sommes facilement disponibles, etc., etc. Enfin, ce genre de choses. Après tout, peu importe, on peut avoir besoin d'avancer sur ces dossiers. Et elle avait un certain nombre de questions à poser. Et en 10 jours, hein, du fait du confinement, du fait que son agent et son intermédiaire commercial à la banque avaient changé depuis peu. Enfin, un certain nombre de circonstances ont fait qu'elle n'a pas pu joindre la personne qu'elle voulait joindre. Alors
là, grosse déception pour moi, d'une part, mais surtout, elle était tellement angoissée à l'idée de ne pas pouvoir avoir ses réponses. Et que finalement, je refuse son offre, et que le bien lui passe sous le nez parce que quelqu'un d'autre aurait un meilleur dossier, elle était tellement angoissée qu'au final, eh bien, elle a préféré retirer elle-même son offre pour se libérer l'esprit, pour se soulager et pour se dire, bon ben, tant pis, c'était pas pour moi, je passe à autre chose et je me retire toute cette angoisse. Vous imaginez un peu, moi, la surprise, hein, quand elle, dans la conversation, elle me dit, non, mais je dors plus de la nuit, je n'en peux plus, je ne veux pas vous faire perdre votre temps d'ailleurs, vous avez sans doute mieux à faire que faire affaire avec moi. J'ai réfléchi, allez, je retire mon offre. Alors cette phrase, moi, elle m'a sidérée. Hein. Je m'y attendais tellement peu que ben ouais, j'ai été sidérée tout à fait. Donc bon, bah, j'ai essayé de trouver des arguments un peu pour rattraper le coup, en fait, et ramer dans l'autre sens. Mais si vous voulez, on peut s'arranger. Une banque, bon ben voilà, ben, essayez, envoyez-lui une lettre, trouvez d'autres moyens. J'ai émis quelques suggestions, mais c'était trop tard en fait. Hein. C'était trop tard. Dans cette histoire, je me suis pas rendu compte que, ben voilà, la relation et cette négociation, je tirais cette pression et finalement, ouais, je tirais sur un élastique qui a pété en fait. Je tirais sur l'élastique pour mettre de la pression et pour engager mon interlocuteur à confirmer son offre, etc., voire à surenchérir. Au final, l'élastique a pété. Donc la moralité, c'est quoi? C'est que oui, la notion d'urgence, c'est absolument primordial à connaître et à mettre en place. Cette notion de rareté, d'offre et de demande, tout ça en fait, hein, c'est absolument important à utiliser pour arriver à vos fins et pour négocier en votre faveur. Là, on était dans une relation de négociation, moi vendeur, une personne en face acquéreur. Pensez-y, la négociation, ça va dans les deux sens et l'élastique se tend dans les deux sens. Le stress, il est dans les deux sens en fait. Il est dans les deux sens, mais quand l'élastique se rompt, eh bien, il se rompt pour tout le monde et on recommence à zéro avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Donc, vous n'avez absolument pas intérêt à aboutir à une relation rompue, quel que soit le motif de la négociation. Donc, sentir quelle est la bonne dose et à quel moment il faut lever le pied, c'est quelque chose, moi, que j'ai appris là, à mes dépens, et auquel je vous invite à réfléchir, que vous soyez peut-être un jour vendeur, un jour acquéreur potentiel, si vous recherchez un bien immobilier pour vous loger, résidence principale, pour faire du locatif, pour faire une bonne affaire, etc., eh bien, pensez à ça, à la négociation qui ne doit pas passer un cap de rupture, mais qui doit quand même se mettre en place. Et donc cet élastique, il faut le tendre à un moment, à son avantage, et trouver la bonne dose. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Peut-être que vous avez vous-même expérimenté des situations de négociation, par exemple en immobilier. Je serais vraiment curieuse et contente de voir vos commentaires là-dessus, donc sur des expériences de négociation, ou sur des négos voilà, qui finissent en eau de boudin, là, comme mon histoire malheureusement, sans que vous y étiez attendu à ce genre de dénouement. Faites-moi part de ces commentaires, je suis sûre que nous serons tous contents, que ce soit moi ou les autres internautes qui voient cette vidéo, d'avoir des retours d'expérience. Et quoi qu'il en soit, eh bien, je reste à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets d'investissement et d'investissement locatif en particulier, hein, et pour trouver les meilleures démarches qui vous conviennent, qui vous permettent d'arriver à vos fins dans vos projets financiers.